Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode des interrogatoires de Serial Bookeuse. Aujourd'hui, c'est au tour de Johanna Gustafsson de passer aux aveux dans un interrogatoire riche en révélations. Vous êtes prêts? C'est parti! Veuillez décliner votre identité. Johanna Gustafsson, née le 7 juillet 1978 et à Marseille. Voilà. Connaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, en fait. Je suis un peu stressée. Je ne sais pas ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire. Vous débutez votre carrière de serial auteur avec une certaine Laetitia Milo, crime intitulé « Je voulais te dire ». Puis, vous remettez le couvert avec un thriller. Cette fois, on se retrouvera. Comment se passe l'écriture à quatre mains? Alors, ça a été un peu spécial avec Laetitia parce que moi, j'ai été mandatée pour écrire le livre, en fait. Donc, c'est moins par rapport à à l'écriture à quatre mains que j'ai vraiment expérimenté là avec le Norvégien Thomas Singer, voilà. Mais pour Son qui sortira en France l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'avec Laetitia, c'était différent parce que j'ai écrit le livre, elle avait des idées, donc j'étais plutôt pas une, on dit plus nègre, on dit prête-plume, mais c'était plutôt ça, voilà. J'ai fait tout le gros du travail, mais ce qui était génial, en fait, très intéressant, c'est que j'étais en fait sur une commande. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, voilà, moi je veux raconter telle histoire. Et après, c'était à moi, à partir de cette idée qui est comme en fait, une graine en fait, de développer des personnages, mais qui me sont imposés. Donc en fait, c'est comme si on se retrouvait dans une soirée dans laquelle on nous a forcé à aller et que tout à coup, les gens doivent devenir nos meilleurs amis, quoi. Et on va être en cohabitation avec ces gens, ça va être mes roommates pendant plusieurs mois. Mais c'était génial parce qu'en fait, j'ai trouvé l'exercice très enrichissant. Et puis surtout, ce qui est formidable avec avec ces deux bouquins, enfin pas pour la bio, mais pour celui d'après surtout, c'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu, quelqu'une qui est devenue très importante pour mon chemin d'autrice, et c'est Lila Sevald, qui est devenue mon éditrice, qui a édité Bloc 46 dans mon premier bouquin, et qui maintenant est devenue mon agente. Donc, voilà, toutes les choses mènent à quelque chose d'important, même quand on se prend des claques, en fait. C'est toujours positif. Justement, vous continuez en solo avec Bloc 46, on vient d'en parler, un roman policier où vous abordez une époque sombre de l'histoire et toute la cruauté qui en découle, donc les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. D'où vous est venue cette idée de mêler le roman et le thriller à l'histoire? En fait, tout est venu en fait d'une envie de parler de ce qu'avait fait mon grand-père. En fait, mon grand-père était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a été un des libérateurs du camp de Buchenwald. Et c'était un homme qui parlait, comme c'est beaucoup le cas pour ces personnes-là, qui parlait très peu avec sa famille, en fait, qui n'avaient pas envie de communiquer au sein du cercle familial, certainement en général, c'est ce que disent ces personnes-là, elles n'ont pas envie de remuer ça. Après, elles arrivent à en parler à des inconnus ou à des élèves. Mon grand-père faisait un peu le tour comme Kolinka, un peu le tour des lycées. Enfin, il allait parler, mais avec moi, il avait beaucoup de mal à en parler. Et donc, en fait, mon papa a eu un accident vasculaire et en fait, son cœur s'est arrêté pendant 45 minutes. Moi, j'étais à Londres, lui était à Marseille, je venais d'arriver à Londres. Et donc, ma maman m'appelle en me disant, mais Johanna, papa est entre la vie et la mort. Donc, j'ai acheté un billet, je suis descendue à Marseille et bon, je suis quelqu'un de très positif.
ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas angoissée, mais je suis très positive. Et en fait, pendant tout ce long trajet, c'était la veille de la Saint-Valentin, donc j'ai dû passer par Amsterdam pour aller à Marseille. Enfin, ça a été, je n'ai fait qu'à penser, à me dire de quoi tu voudrais parler à papa, parce qu'on a une relation très très forte avec mon père, on est très proches. Quoi tu voudrais parler à papa quand tu le verras, parce qu'il sera en vie, parce qu'on le réanimera. Et donc, en fait, les choses qui me sont venues, c'est cette sorte de non-dit autour de mon grand-père. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé pendant ces années? Comment il avait vraiment vécu cette guerre et combien elle avait dû l'abîmer, en fait. Et donc, je suis arrivée, j'ai retrouvé mon papa en vie. Et mon papa, donc je suis restée dans le sud de la France, à Aubagne, donc ce sont mes parents, pendant quelques temps. Et mon papa m'a donné 70 pages que mon grand-père avait écrites. Et il avait demandé à mon papa, en fait, il avait dit, finis ce livre, en fait. Et c'était le livre, ça me donne la chair de poule de le redire, en fait, c'était un moment. Et donc, c'était pas que sur ces années à Buchenwald, puisque mon grand-père, en fait, a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Buchenwald, il est rentré en 1943 là-bas. Enfin, il est rentré, il a été fait prisonnier. Mais il y avait, dans ces 70 pages, il y avait tout un passage sur Buchenwald. Et donc, j'ai commencé à lire ça et je me suis dit, il faut que j'en parle. Et ça a été la graine. Après, bon, ben, je suis revenue sur mes premières amours, j'adore tout ce qui est littérature, mais le polar, c'est ce qui m'a donné le goût de la lecture. Et je pense que, en me disant, je dois écrire, la forme s'est imposée sans que je la décide, en fait. Voilà. Et j'ai réalisé que j'écrivais des choses très noires, en fait. Oui, je confirme. Vos deux romans suivants, Mort et Sang, alors peut-être que je ne les dis pas correctement, je n'ai pas Très l'accent. bien. On retrouve deux personnages principaux qu'on a découverts dans Bloc 46, Alexis et Émilie. Et on ne peut pas dire que vous êtes tendre avec elles. D'où provient votre inspiration? Je pense que c'est quelque chose qui est assez inconscient et parce que je me dis pas, oh, ça, je vais le retenir ou ça, je vais le retenir, mais c'est des gens que je croise. Donc, ces deux personnalités-là sont je dirais, des amalgames, comme des potions magiques, je sais pas, de, de mélange de choses et de personnes que j'ai rencontrées. Mais essentiellement, je dirais que pour Emily Roy, celle qui m'a inspirée, c'est une profileuse sud-africaine qui s'appelle Miki Pistorius, qui est qui est une très, très grande profileuse, une des plus grandes, je pense, dans les années 90, qui est d'ailleurs la tante d'Oscar Pistorius, ce fameux athlète paralympique qui a été accusé de la mort d'avoir tué sa petite copine. Ça, c'est assez bizarre dans cette famille, d'ailleurs, un profileur, enfin, comme quoi parfois la vie a des places de fiction. Et c'est quelqu'un, j'avais lu, c'est Stéphane Bourgoin qui a écrit un livre à son sujet. Et j'avais vu des vidéos de cette femme-là elle m'a complètement impressionnée, mais vraiment impressionnée. Il y avait tout un côté mystique, en fait, que je n'ai pas repris, moi, dans mon personnage, mais c'est en fait ce qu'elle était, cette force de la nature. Et en plus, en vrai, cette femme-là ressemble à un professeur d'anglais, des petites boucles. Elle a des chemises avec des gros nœuds, comme on faisait dans les années 90. Enfin, c'était un décalage entre son physique, en fait, et son travail incroyable. Mais c'était quelqu'un qui travaille dans un monde dominé d'hommes, et surtout dans les années 90, et surtout en Afrique du Sud, mais qui était extrêmement respecté. Et donc, c'est vraiment cette personnalité-là. Et je dirais qu'Alexis Castel, c'est un peu comme le fantasme de la femme que j'aurais aimé devenir. Enfin, si j'avais pas eu cette vie de mère de famille avec 3 enfants, Alexis n'a pas d'enfants, elle choisit de ne pas en avoir. Elle est très libre, elle travaille, donc elle est spécialiste de faits divers. Elle vit donc, bon, elle est originaire du Sud, mais vit à Londres. Enfin, donc c'est vrai qu'elle est plus inspirée de moi, même si c'est une version complètement aux antipodes de la femme que j'ai décidé de devenir, voilà. Mais donc, je dirais que c'est les principales. Et puis, c'est quelque chose vraiment qui est au carrefour c'est un peu être citoyen du monde, là, ces deux personnages. Hein. C'est un peu à l'image de ma vie où, bon, ben, j'ai un peu des racines un peu partout. Et que finalement, on est plus déraciné qu'autre chose, hein, parce qu'on ne sait plus où ces racines sont. Voilà. Et quel est votre modus operandi pour l'écriture? Alors, c'est très carré. C'est-à-dire que donc moi, je travaille depuis la maison quand je ne voyage pas. Mais en fait, je m'organise en fonction des enfants. C'est-à-dire que
je les accompagne à l'école et puis après, je me mets à travailler jusqu'à ce qu'ils reviennent, sauf qu'en Suède, surtout quand ils sont plus grands, ils reviennent plus tôt. Donc, moi, j'ai mon fils qui peut arriver entre 14 et 15 heures. Donc, ça me fait des toutes petites journées. Et donc, après, évidemment, l'après-midi, une fois qu'il a pris son goûter, qu'il est en train de faire ses devoirs, moi, je peux m'y remettre un peu jusqu'à ce que les deux autres reviennent de l'école vers 4 heures. Mais je fais que de l'administratif. Je n'écris pas. La période de création et écriture, normalement, c'est le matin. Là, j'ai fait une entaille pour notre rendez-vous. Mais en général, j'éteins tout et je suis vraiment, c'est la phase créative parce que j'ai le silence à la maison. Et après, je m'y remets, quand je suis en phase d'écriture, je m'y remets le soir. Donc, je les couche et tout ça. Et donc, je m'y remets, je dirais, de 9 heures jusqu'à ce que j'ai fini ce que je me suis fixé pour la journée. Donc, ça peut être minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Donc, c'est très carré. Et j'écris vite, dans le sens où j'écris un chapitre, mais je n'y reviens pas. Je le relis le soir même, le lendemain matin, avant de réécrire le prochain. Mais je ne m'y. Enfin, les corrections arrivent complètement à la fin, des corrections grammaticales, parce que j'ai travaillé en amont mon histoire, en fait. C'est-à-dire que j'ai établi un squelette qui me permet d'une sorte de chapitrage, qui me permet de savoir où va l'intrigue. Voilà. Après, il y a des surprises, hein, heureusement, mais qui changent un peu l'intrigue, mais je sais que j'ai le squelette, en fait. J'ai qu'à rajouter la chair et je sais où vont mes personnages, où sont les plot twists, voilà, tout ça. D'accord. Et la fin, évidemment. Je connais Et la la fin. Et dans votre dernier roman, Les Morsures du silence, vous abordez des thèmes sensibles comme le deuil de l'enfant. Vous arrive-t-il de vous faire happer par les émotions de vos personnages? Oui, complètement. Complètement. Et en plus, enfin, c'est quand on est. Enfin, il y a des choses qui nous touchent beaucoup plus que d'autres. Pour moi, le deuil de l'enfant, c'est quelque chose dont je parle dès mes premiers livres parce que c'est quelque chose qui me hante, qui me fait très peur. Je pense que pour moi, c'est la pire des choses qui pourraient m'arriver. C'est c'est quelque chose d'horrible et donc c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes livres, certainement parce que c'est cathartique finalement d'en parler. Et je viens d'une famille de psychologues, donc la parole, la communication, enfin, c'est ce qu'on m'a appris, c'est au centre de tout ce qui doit être digéré. Voilà, plus on en parle, mieux ça va. Et parfois, très souvent, en parlant, en exposant ce qui se passe, on arrive à trouver des clés. Donc, je pense que je fais pareil avec mes livres et finalement, bah, il y a une sorte d'empathie pour mes personnages et puis de me mettre dans leur basket, quoi. Et finalement, de vivre avec eux certaines choses horribles. Et la fois où vraiment ça a été le plus fort, ça a été dans le livre 100 où il y a un personnage qui meurt. Et en fait, quand j'ai écrit, j'oublierai jamais ce moment-là, j'ai écrit cette scène dans ma cuisine. Il devrait être 2 heures du matin, j'étais à Londres à l'époque. Et j'ai écrit la mort de ce personnage, mais j'étais pas en larmes, mais en sanglots. C'est-à-dire que je sanglotais tout en écrivant et ça a été mais absolument terrible. Je vivais la mort par ceux qui restent et qui vont la pleurer et puis elle qui, enfin c'était donc oui, ça m'arrive. Mais cette fois-là, ça a été la fois la plus, je dirais la plus criante, voilà, voilà, vraiment. Mm. Vous faites également partie des Louves du Polar, un collectif d'auteurs au féminin. Outre un goût prononcé pour les psychopathes en tout genre, qu'est-ce qui vous unit? Ce qui nous unit, c'est en fait je dirais ce problème français qui est dû au fait que les femmes dans le polar ne sont pas autant visibles qu'elles le devraient. Voilà. Et je veux dire, le problème était même mien. Hein. Moi, quand Céline Dangean, qui est donc une des créatrices avec Christelle Duchamp, et d'autres, mais je dirais en l'essentiel de ce collectif, quand Céline est venue me trouver en me disant Jo, bon, on est amis avec Céline, Jo, j'aimerais beaucoup savoir si ça t'intéresserait, tu as un profil international, ça pourrait enfin, donner du poids, nous appuyer, puis comment c'est pour toi à l'étranger. Et donc, la première chose que j'avais faite, je me souviens, j'avais regardé ma bibliothèque et je m'étais dit, mais c'est vrai en fait.
J'ai des femmes étrangères dans ma bibliothèque, beaucoup de Suédoises, des Américaines, des Anglaises évidemment, mais peu de Françaises en fait. À part Fred Vargas et disons Giebel, je me suis dit, mais c'est terrible. C'est c'est absolument horrible. Donc je me suis dit, mais en effet, elle a tout à fait raison. Et en fait, très souvent, quand on dénonce ces trucs, et ça vient de ma famille de psy, le miroir, je le tourne vers moi pour me dire, ben, ça commence à la maison. Et c'était vrai. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est vrai. Enfin, par exemple, en Suède, disons, si je devais écrire, enfin, ça s'est posé d'ailleurs la question avec Thomas Singer, avec qui on a écrit, on s'était dit, est-ce qu'on prend un pseudo? Et en fait, dans les pays nordiques, prendre un pseudo, on prend un pseudo de femme, parce qu'on sait que ça va mieux vendre, ça va plus appeler de lecteur. Donc c'est là qu'on se dit, mais il y a des choses à faire en France. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est énormément soutenu par les gars hein, du polar, et que c'est pas. Alors beaucoup de gens nous disent, est-ce que c'est un MeToo du polar? Je dis, mais pas du tout, parce qu'on n'a rien à reprocher aux hommes. On n'est pas contre les hommes. On dit juste, on est là aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, les libraires vont penser en fait à mettre en avant, à suggérer des autrices en fait, les festivals, enfin pour que ça devienne un peu plus un automatisme de se dire ah ben oui, il y a les femmes aussi et donc on va y penser. C'est un peu comme un pense-bête en fait. Et c'est par là qu'on va commencer à changer les mentalités. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en polar, c'est plus dur que bon. Je veux dire, en littérature ou feel good normal, il n'y a pas ce problème-là. En fait, on voit avec Melissa d'Acosta, enfin voilà, les femmes sont là-haut et c'est normal. Mais dès qu'en fait on entre dans quelque chose qui est, je dirais, contraire à cette image ou à l'emploi qu'on devrait avoir, c'est-à-dire les femmes, on est nourricières, alors on ne peut pas écrire des choses horribles. Voilà, il y a ce truc-là, alors que les hommes peuvent être nourriciers aussi, hein, je veux dire. Donc, voilà, donc c'est très intéressant et donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi. Voilà. Vous êtes souvent bien plus cruel que les hommes dans vos romans. C'est vrai en plus, c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment une noirceur euh, une noirceur, oui, pourtant, bon, c'est vrai que quand on voit les chiffres des tueurs en série ou des criminels, les hommes sont bien au-delà que ce que nous on fait, mais c'est vrai que, je veux dire, dans l'imagination, et je pense que c'est peut-être parce qu'on va chercher dans notre peur, justement, hein, dans les tréfonds de notre âme, et que voilà, il y a ce côté cathartique qui joue. Mais voilà, on a tout aussi bien, je pense que la fiction ne devrait pas, enfin le polar ne devrait pas être genré, hein, devrait aller vers une bonne histoire. Et après, peu importe que ça soit écrit par une fille ou par un gars. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se faire en fait. Bon, Johanna Gustafsson, il est 9h25, c'est la fin de votre garde à vue. Vous allez être déférée à la maison d'arrêt des serial auteurs en attendant votre procès. Merci d'avoir répondu à mes questions. Moi, je dis pas merci du coup. Quoique, je me dis maison d'arrêt, on va me servir à manger. J'ai pas le lit de mes enfants à faire. Ça risque d'être finalement des vacances. C'est très bon pour la charge mentale. C'est ça. Merci Marion. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore à Johanna Gustafsson d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez lu Les Morsures du silence, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire et on n'oublie pas de s'abonner et de liker parce que ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi pour la chronique Au coin du feu et très prochainement pour un nouvel interrogatoire. À bientôt!